Bonjour Lilian Thuram. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous sortez donc le volume 2 de Notre Histoire aux éditions Delcourt Mirage. D'abord, pourquoi est-ce que vous avez choisi des personnages qui sont aussi peu connus du grand public, comme le pharaon Taharqa, Marcus Garvey ou encore Harriet Tubman? C'est quoi? C'est une manière de mettre en lumière leur parcours? Non, en fait, l'idée est simple. C'est qu'en règle générale, la grande majorité des personnes pensent que l'histoire des populations noires commence par l'esclavage. Et donc, c'est extrêmement grave parce que ça met en place un inconscient collectif où il y a des hiérarchies entre les personnes selon la couleur de peau. Et moi, je dis que j'ai eu la chance d'avoir des étoiles blanches et je pense qu'aujourd'hui, en 2007, nous devons donner la possibilité à tout un chacun d'avoir des étoiles de toutes les couleurs. Donc voilà pourquoi je pars de Taharqa. Effectivement, si vous connaissez l'histoire de Taharqa et des pharaons noirs, vous n'avez pas le même inconscient collectif. C'est vrai. Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes oublient même que l'Égypte serait en Afrique. Donc, c'est rappeler ces petites choses-là. Oui, vous nous parlez donc de Taharqa. Alors, Journal de l'Afrique oblige, on va peut-être s'intéresser à ce personnage. C'est le pharaon noir qui se bat pour la justice et on apprend donc à travers lui que l'Égypte est en Afrique. Oui, effectivement, c'est vrai que, comme je le raconte dans la bande dessinée, je dis à Nedo, ah bon, c'est fantastique, quand je vais raconter cette histoire à mes amis, ils vont pas vouloir me croire. Mais effectivement, dernièrement, j'ai fait une émission pour cette bande dessinée et la journaliste m'a avoué qu'une fois, elle avait fait quelque chose sur l'Égypte et il y a quelqu'un qui avait appelé en disant, voilà, ce serait intéressant de parler des pharaons noirs. Et elle avait dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et effectivement, en lisant la bande dessinée, elle a compris qu'elle s'était trompée. Et c'est très important, encore une fois, de changer notre imaginaire collectif. Et voilà pourquoi je présente des hommes et des femmes qui se sont battus pour l'égalité. Alors, un personnage un peu plus connu, peut-être aussi parce qu'elle est contemporaine, Angela Davis. Donc, c'est une Américaine qui s'est battue, elle, pour en finir avec la ségrégation aux États-Unis. On est dans les années 1950. Elle a été condamnée à mort là-bas et elle a été sauvée finalement par une grande mobilisation internationale. Ben effectivement, c'est très important pour moi dans ce livre d'expliquer qu'il y a eu des hommes et des femmes. Expliquer aussi par exemple que Angela Davis se battait contre la domination des personnes de couleur blanche et aussi contre la domination des hommes sur les femmes. Et effectivement, son combat a réussi parce qu'il y a eu un engouement mondial pour elle, pour défendre Angela Davis, pour défendre l'égalité. C'est pour dire aux enfants, on n'existe pas seul. Il faut toujours créer un lien pour défendre l'égalité. Depuis, aux États-Unis, il y a eu l'élection de Barack Obama, premier président noir américain. Ça n'a pas empêché les nombreuses bavures que l'on couvre ici à France 24, notamment de policiers blancs qui s'en prennent à des noirs. Est-ce que la question raciale est encore présente aux États-Unis ? Bon, elle est présente aux États-Unis comme elle est présente en France, qu'elle est présente un peu partout dans le monde. Et en fait, l'idée, c'est avoir le courage d'affronter cela. Se dire, voilà, nous sommes le fruit d'une histoire. Il y a la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, la hiérarchie entre les hommes et les femmes. Il y a aussi une hiérarchie des personnes de couleur blanche sur les personnes de couleur non blanche. Et en fait, très souvent, c'est le fruit d'une éducation, c'est le fruit d'habitude. Et donc, effectivement, je pense que il est temps d'en parler sereinement. Et voilà pourquoi, encore une fois, il est important de faire des livres pour que les gens puissent changer leur imaginaire. Très souvent, par exemple, lorsque vous êtes une personne de couleur blanche, vous vous rendez pas compte que vous êtes éduqué à vous penser dominant. Vous parlez de conditionnement de l'Occident sur ces questions-là. Le blanc est supérieur au noir, l'homme est supérieur à la femme. C'est ce conditionnement-là qui a mené au racisme ? Ben, écoutez, tout d'abord, c'est pas simplement l'Occident. C'est-à-dire que moi, je suis antillais, une culture qui a connu l'esclavage. Et lorsque ma mère était plus jeune, on lui disait qu'il était important de se marier avec quelqu'un qui aurait la peau claire pour avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau moins noire. Donc vous voyez que c'est un peu partout dans le monde, c'est-à-dire que nous sommes le fruit de cette histoire-là et nous devons comprendre cette histoire-là pour pouvoir avancer. Parce que sinon on fait les choses par habitude. Et donc je pense qu'il est important, notamment pour les personnes qui pourraient subir le racisme, de se questionner sur eux-mêmes. Parce que sinon, ils peuvent développer quelque chose de catastrophique, c'est une mauvaise estime d'eux-mêmes. C'est une mauvaise estime de leur histoire, c'est une mauvaise estime de leur société. Et donc je pense qu'il est important de s'arrêter et de se dire nous sommes le fruit de l'histoire et quelle histoire nous pouvons raconter
pour passer à autre chose. Alors Lilian Thuram, on va prendre quelques exemples frappants de ce conditionnement. C'est vrai qu'on a toujours l'idée d'un dieu blanc, par exemple. C'est vrai que c'est frappant, ça. Mais effectivement, j'en ai fait l'expérience avec un de mes fils. Je lui dis, Marcus, mon chéri, représente-moi Dieu. D'après toi, il est comment? Et lui, il me dit, c'est un homme blanc avec une longue barbe. Je dis, ah bon, mon chéri, mais c'est bizarre parce que on a dit que Dieu a fait l'homme à son image. Et toi qui es marron foncé, c'est bizarre que tu penses que le Dieu est blanc. Et donc il m'a dit, bah c'est vrai papa. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que l'imaginaire collectif qui est mis en place aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte parfois. C'est un imaginaire collectif où effectivement l'homme est supérieur à la femme, l'homme blanc est supérieur aux autres personnes d'autres couleurs. Et je pense qu'il faut qu'on se questionne parce que effectivement très souvent on se rend pas compte de cela. Même la vision du monde que nous avons est tronquée. Alors géographiquement aussi, on est conditionné finalement. On va regarder cette carte du monde avec l'Afrique telle qu'elle devrait apparaître finalement avec sa taille normale. C'est vrai que ça change. Mais effectivement, vous savez, lorsque je vais dans les écoles, je montre cette carte, les enfants sont déstabilisés, ils comprennent pas, ils me disent mais où est la France? Et je leur dis voilà, les enfants, ce que vous ne savez pas, c'est que les cartes traditionnelles que vous connaissez, ce sont des cartes qui ne respectent pas les vraies proportions entre les continents. Tout d'abord, l'Europe est au centre, elle est agrandie, l'Amérique du Nord est agrandie, et d'après vous, pourquoi l'Europe est agrandie? Et les enfants ils me disent, mais parce que ce sont les Européens qui ont fait la carte. Et donc je leur dis, voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la carte est très importante, parce qu'en fait, à force de voir une chose dans une seule direction, vous finissez par croire qu'il n'y a que cette direction qui est vraie. Et c'est ça le problème du racisme. Donc il faut changer nos habitudes, nous questionner et montrer que les choses sont beaucoup plus complexes qu'on le pense.